fait qu'il y avait déjà 22 ans qu'il était parti. Et je vais vous dire, je fais, à l'époque, il fallait, quand on avait créé la Maïture, il faisait déjà la vente des terrains. D'accord. J'ai aussi postulé. Et nous, on avait l'avantage parce que notre bureau d'études faisait en même temps des prestations du personnel. Donc, on avait un expatrié qui était DAF et l'autre était directeur général à la Maïture à l'époque. Donc, on avait un avantage. Je pose le dossier et quand je vais le poser, quelqu'un me dit « Tiens, ce nom, ça me dit quelque chose. Vous êtes réellement la fille de Oumniobé ?» Je lui dis « Oui, malheureusement. Je ne sais pas si ça vous arrange pas. » Mais pourquoi malheureusement, maman? Oui, mais je le lui ai dit parce que j'ai compris. Oui, pourquoi il posait la question. Voilà. Et je vous assure, après 1 semaine et demie, j'ai reçu un courrier me disant « Vous n'avez pas viabilisé votre terrain depuis plusieurs années qu'on vous l'a donné, on vous le retire. » On le retire. Et je vais maintenant, il y a la vente, la location-vente à la SIC. Je vais aussi, je visite, je choisis un truc où il y avait les tôles qui étaient arrachées. Je vais voir le directeur avec les photos. Qu'est-ce qu'il me dit? Il ne peut pas me dire qu'il ne peut pas faire quelque chose. Il me dit, c'est pas une affaire politique ici. Vous n'avez qu'à voir votre patron et il peut user de vos talents de secrétaire avec votre patron pour avoir une maison. Donc, ça veut dire que là-bas, si je cherche, c'est pas politique. Mais je crois que c'était quelqu'un, un loyer, je voulais être locataire quelque part. Un jour, je reçois le journaliste Binzi, Anani Rabier Binzi, tout à fait. Donc, c'est lui qui dévoile mon identité. Parce que même mes collègues de service ne savaient pas qui j'étais. C'est lui qui dévoile mon identité quand il interviewe. Ma mère, j'étais à ses côtés. Et quand je reviens, je leur dis non. Le regard ne doit pas changer. Je suis la même personne. Il n'y a rien de différent. Donc, mais donc, on a toujours vécu. Même en milieu professionnel, il fallait continuer à cacher son identité pour ne pas être ostracisé, traité différemment. Traité différemment parce qu'on ne sait pas qui est qui. Oui, donc c'est des collègues de service. Point barre. C'est pas. Donc j'étais que Madame Niemek. Ça, je vois. Si du côté de Horus Media vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Parce qu'on va se déplacer sous peu pour aller à un lieu où il y a une conférence de presse qui est donnée à l'occasion justement de la commémoration des 54 ans de l'exécution du camarade Émile, comme il se faisait appeler, son nom justement de résistant. Et donc on a ici le privilège d'avoir Hermine Ngo Oumniobé, la fille aînée, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, la fille. Disons que j'étais la deuxième, mais ma grande sœur Léa est décédée depuis 2015. Donc du coup, je reste, c'est moi qui portais la lourde charge de la fratrie Oumniobé. D'accord. Combien de personnes actuellement? 3. D'accord. Il y a Françoise et après il y a Leader. D'accord, parfait. Alors, merci. Est-ce que vous m'entendez parfaitement? Oui, on t'entend, oui. Voilà, j'étais en train de dire tout à l'heure que c'est quand même assez impressionnant que Hermine Oumniobé parle de responsabilité. Après avoir vécu ce qu'elle a vécu, il y a toujours cette force, comme si cette force était dans l'ADN en fait. Alors, ce que je voudrais savoir aujourd'hui, c'est comment le vivent les enfants, les petits-enfants de Ruben Oumniobé. Comment ils le vivent? Il n'y a pas grand-chose. Nous vivons comme chaque famille. Mais ils le vivent avec autant de force. Est-ce qu'ils sentent aussi en eux la responsabilité? On n'a pas le droit de baisser les bras. On continue à se battre et tout. On continue. Maman a tenu, elle est partie l'année en 2023, en novembre 2023, à presque 100 ans, elle a tenu et elle nous tenait par la main, aller de l'avant, ne regarder ni à gauche ni à droite, parce que les gens de l'autre côté, on nous traite différemment.
parce qu'on était les enfants des maquisards. Et de l'autre côté, nous sommes devenus les enfants des héros. Bon, le regard, je ne sais pas ce qu'il représente pour nous, si c'est le vrai regard ou bien c'est un regard de rejet. Parce que c'est pas tout le monde qui... j'ai vu la réponse aux obsèques de maman. J'ai compris que cette femme, il y a eu toujours eu des soucis pour elle. Donc, dans la vie, on n'a pas que le positif. Il y a le négatif et le positif qui vont ensemble, de pair. Et c'est ça qui vous donne la force de continuer. On se bat, on est là, on est ensemble, mes petits frères, ma petite sœur, mon petit frère. Et nous avons nos enfants, tant bien que mal. Il y en a qui ont des diplômes, qui n'ont pas de boulot. Qu'est-ce que je veux? Et puis c'est pas eux seuls qui sont dans cette situation. Et tous les jeunes Camerounais, presque la moitié ou même le tiers, qui ont trouvé quelque chose à faire, mais les autres n'ont pas de boulot. Le chômage, c'est le taux de chômage, je crois qu'il est presque à 90%. Effectivement. Et qu'est-ce que vous voulez? On est là, on essaye de faire ce qu'on peut. Nos enfants sont avec nous, ils ne peuvent pas trouver de boulot. On ne peut pas les rejeter. On est avec eux. En tout cas, maman, on se bat pour que ça avance. Une dernière question. Vu qu'on parle ici aujourd'hui du jour de commémoration pour Ernest Ouandjé, est-ce que éventuellement vous avez des souvenirs? Est-ce qu'il y a des éléments particuliers, peut-être qui ont été racontés, ne serait-ce que par maman avant son départ, ou est-ce qu'il y a des photos, des documents auxquels vous avez eu accès par la suite qui vous permettent un tout petit peu de nous dire comment est-ce que vous percevez Ernest Ouandjé, quel était le rapport qu'il avait avec le Mpodol, le Ruben Oumniobé, et comment est-ce que vous, finalement, vous voyez l'impact que lui, il a eu dans la lutte de libération du Cameroun, Ernest Ouandjé? Il n'y a pas de hasard devant Dieu. Je vais vous dire une chose. Chez Papa Moumié, Papa Ernest Ouandjé et Ruben Oumniobé, leurs épouses s'appelaient Marthe. Donc, c'était nos papas. Et franchement, nous ne pouvons, personnellement, je ne peux pas dire que j'ai eu, mais avec l'histoire, et ce que maman essaye de nous raconter, c'était des gens qui étaient solidaires, qui œuvraient pour la même cause. Parce qu'elle aussi, à un moment donné, c'était quand même le conseiller de son mari, qu'elle appelait camarade au lieu de l'appeler mon chéri. Et c'était la même chose entre Marthe Mouillet et Marthe Ouandjé et Marthe Françoise. Donc c'est des personnes qui n'avaient pas une classe différente entre eux. Ils évoluaient ensemble dans leur façon de faire, dans tout ce qu'ils avaient à faire. Mais ce que je peux dire. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu des souvenirs particuliers en ce qui concerne Ernest Ouandjé, ou parce qu'il y a même des récits, des éléments qui ont été dits comme ça par la suite, ou pas? Pas vraiment. Pas vraiment. Parce que maman a essayé de nous priver de tout ça pour pas qu'on soit choqués. Pour protéger. Même pour papa, elle n'a pas pu. Ça a été très difficile pour qu'elle sorte certains. Et j'ai eu des tuteurs qui n'ont même pas pu parler de mon père. À chaque fois que je pose la question, il y a des larmes qui sortent. Donc, il faut comprendre le degré de douleur que les gens ont ressenti autour de lui. Donc pas que dans la famille nucléaire, pas que dans son foyer, mais même autour, les oncles et autres n'arrivaient pas à raconter ce qui s'est passé. Réellement passé. Qui était... Parce que je demande à mon tuteur, mais dis-moi, tu as quand même connu papa. Qu'est-ce qu'il aimait comme être humain? Il aimait manger le tarot et tout. Il me regarde, je vois comment ses yeux scintillent. Je crée une diversion là pour éviter que ça continue. En tout cas. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on a vécu, et dans les écrits, et tout ça, c'est comme ça qu'on a vécu de nos parents. Beaucoup de courage. Merci beaucoup. Beaucoup de courage. On va essayer d'avoir Françoise qui est assise. Donc, pour ne pas la déplacer et continuer au soleil, on va peut-être nous se déplacer et essayer, voilà, de prendre les impressions de Françoise Oumniobé, qui est là avec nous. C'est un gros privilège que nous avons, jusque 2 représentants de la famille de l'illustre Ruben Oumniobé, du martyr, et nous avons également la grande chance d'avoir avec nous la reine Louise Meka Fossi,
qui nous a parlé tout à l'heure. Qui également aussi est un immense résistant qui n'a pas hésité à se sacrifier pour sauver la vie des autres, de ses autres camarades. Donc, Françoise Oumniobé, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en ce jour du 15 janvier qui commémore l'assassinat, l'exécution de Ernest Ouandié, en sachant le parcours de vie qui est le vôtre et les origines qui sont les vôtres. Si vous pouvez déjà un tout petit peu vous présenter et dire 2 mots à ceux qui nous écoutent dans la diaspora camerounaise surtout et dans d'autres parties du Cameroun. Oui, merci de me passer la parole. Je suis Françoise, la 3e fille de Ruben Oumniobé, née dans le maquis, donc dans la résistance. Bon, rendu à ce jour d'aujourd'hui, pour nous, enfants de ces nationalistes, nous avons un double sentiment. Le premier sentiment, c'était un sentiment de peur. De peur parce que nos parents ont été traités de la plus extrême des façons. Et nous avons grandi dans cet esprit d'enfants de bandits, de maquisards. Mais comme le temps ne passe pas, c'est les hommes qui passent. Au jour d'aujourd'hui, la nature et le temps nous ramènent vers la réalité. Que nos parents n'ont pas combattu, n'ont pas été des bandits, mais qu'ils ont combattu pour une noble cause. Et aujourd'hui, ils sont des héros. Donc, aujourd'hui, nous sommes fiers d'eux, parce qu'ils ont fait un travail qui a été à leur dimension. Et nous voulons simplement que cela soit reconnu, que l'histoire soit restaurée et apprise à la nouvelle génération des enfants, des Camerounais, parce qu'un peuple sans histoire avance à 20. Voilà. Donc c'est un plaisir ce jour que nos parents hier étaient des personnes aujourd'hui. Nous demandons simplement qu'ils soient reconnus, qu'ils soient revalorisés, qu'ils soient encadrés, leur reste et leur famille, pour que le Cameroun retrouve toute sa splendeur, toute sa dignité. Merci. Et donc, quand on voit l'état dans lequel l'endroit où se trouve la tombe que je montrerai tout à l'heure du camarade Émile, le martyr, le héros nationaliste Ernest Ouandié aujourd'hui, quand on imagine comment ça peut être pour le Mpodol lui-même, le porte-parole, le pilier central de l'UPC, et que vous voyez dans quel oubli ils sont aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous fait de voir comment ils sont traités actuellement au Cameroun? Pays pour lequel ils ont donné jusqu'à leur vie. Ils sont pas traités. Ils ne sont même pas traités, ils sont ignorés. Je suis désolée. Et nous voulons porter nos voix avec tous les Camerounais de bonne volonté, qu'on les connaisse, qu'on les reconnaisse et qu'on les mette à leur place pour que la nation camerounaise sache, comme dans tous les autres pays qui honorent leurs leaders qui ont combattu pour eux. Si la France, qu'on enseigne à l'école. Si la France met De Gaulle aujourd'hui au premier plan, c'est pas parce que De Gaulle a été bon. Pour nous autres comme ça, De Gaulle c'était un assassin. Tout à fait. Mais la France a pris De Gaulle parce que De Gaulle faisait ça au nom de la France. Que nos parents qui sont morts pour le Cameroun retrouvent leur place auprès de la nation camerounaise. Nous les voulons dans un panthéon. Voilà.
Merci, c'est très fort, ce sont des mots très forts et ça me permet de rappeler ici que il y a un parti, c'est vrai qu'on n'est pas là pour parler de politique ni de mettre en avant un parti politique, mais il faut quand même rappeler que parmi les partis politiques qui existent au Cameroun actuellement, il y en a un seul qui a pensé dans son programme de gouvernance à instituer un panthéon des héros qui ont donné leur sang pour que nous ayons le peu de liberté que nous avons aujourd'hui. C'est indispensable. Qui ont assisté aussi à l'assassinat d'Ernest Ouangui comme nous. Ce sont des gens de notre génération. Tout à fait. Donc on a assisté ensemble. C'est le cas d'ailleurs du professeur Maurice Kamto. Il a assisté et qui a témoigné. Il a assisté à l'exécution d'Ernest Ouangui. Ils sont dans l'hymne de MRC. Oui. Les restaure. Tout à fait. Et il a demandé un panthéon. Moi, je suivais, j'ai gardé ça. Tout à fait. J'ai ces vidéos. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Tu vois, quand il a dit dans son discours à Paris, même si je meurs, laissez mon corps continuer pour aller pour l'indépendance. C'est la même chose que les IPC se disaient hier. Même s'il restait un seul Camerounais, aller jusqu'à l'indépendance. Jusqu'au bout. Voilà. C'est puissant, c'est puissant. Je ne sais pas pour vous, c'est vraiment puissant ce que nous sommes en train d'écouter. Mais de la bouche même des personnes qui descendent, le sang même de ces héros-là. Écoutez ça, honnêtement, ça galvanise, ça nous donne la possibilité de ne pas considérer tous les efforts qu'on a fournis pour partir de loin, là où nous sommes partis et pour être présents ici aujourd'hui, ne pas avoir dormi cette nuit et avoir fait ce qu'on a fait, mais vraiment, nous vous disons infiniment merci, pour ces témoignages qui nous redonnent du courage. Sans jamais parler de notre père, parce que c'était un sujet tabou. Jusqu'à ce que, par hasard, je suis président des Bafoussam en France, ma mère me dit non, on va te tuer. On va te tuer de quoi? Juste parce que je suis la fille de Fossi, il fallait pas qu'on sache. Non, Fossi n'a fait du mal à personne. Fossi a donné, sa vie s'est donnée en rançon pour sauver la vie des autres, pour l'indépendance non acquise. Pas juste qu'aujourd'hui on n'est pas indépendant. Alors que vous, les jeunes d'aujourd'hui, battez-vous. Mais surtout que nous, les adultes, vous nous apprenons la vraie histoire. Qu'on ne continue plus de cacher comme on a caché hier. Parce que hier, on n'a pas le droit de poser des questions aux gens. Mais aujourd'hui, ayez le courage de parler à vos enfants, de leur dire les vérités telles que vous savez, pas par complaisance. Aujourd'hui, on a eu ces malgrés de je ne sais pas quoi. Si c'était l'UPC d'antan, c'est tout le monde qui aurait été là. Tout le monde aurait été là. Parce qu'on n'est pas là pour la division. On était là pour l'unité. Moi, je pense que quand il y a un truc comme ça, il vient. C'est tout le monde. C'est tous les Camerounais qui devaient même venir en plus. Pas seulement les partis politiques. Je suis désolée. Tout à fait. Ils ne se sont pas donnés. C'est seulement pour l'UPC. Pour l'UPC, non. Pour le Cameroun. Pour le Cameroun. Mais c'est pour ça, parce que c'est pas médiatisé. Ça reste au niveau des médias privés. Parce que si déjà la CRTV là aujourd'hui je suis surprise que la CRTV, c'est ça, il y a la commémoration de la mémoire de Ernest Ouangui. Je crois quand même que ça va sensibiliser pour mal. On contrôle la conférence de presse qui va avoir. Allons c'est à la conférence de presse alors. La conférence de presse commence à 15h. Hein, si vous êtes pressé. L'heure c'est 15h pour la conférence de presse. Et laquelle? C'est pas loin de là où il a été exécuté. Le commandant de la PJ. Oui. Alors? Fotsing, nous sommes encore au lieu de... Oui, Jeanne, oui. Au sujet du tambour. Est-ce que vous êtes sur la tombe, c'est ça? Nous sommes à l'endroit où il a été enterré? Nous sommes à l'endroit effectivement où il a été enterré. Est-ce que tu pourrais te rapprocher de la tombe? Oui, tout à fait, je vous montre. Si tu veux bien me reprendre sur le panel, avec mon téléphone à moi, je vais voir si on parvient à avoir les deux. À 15h. Oui. À l'hôtel Balcam, ou je sais pas quoi là. Tu peux couper le son chez Sarah, s'il te plaît? J'ai pas compris. Parfait. Si tu peux te rapprocher de la tombe. J'y vais. Donc, je vais vous montrer peut-être à partir de la grande voie qui mène ici. Alors quel est cet endroit? Est-ce que c'est un cimetière?
Non. Alors, en fait, c'est pas réellement un cimetière, mais c'est un lieu où plusieurs personnes qui se sont battues, plusieurs nationalistes ont été enterrés. Et apparemment, c'est un nationaliste qui l'aurait offert. C'est à l'église presbytérienne qui est à l'église évangélique, pardon, effectivement, du plateau, l'église évangélique du plateau à Bafoussam, sous le pylône, un pylône MTN qui est là. Et donc, ça permet de se repérer assez facilement. Il y a donc des écoles, un collège et 2 écoles qui jouxtent le lieu. Et donc là, je vais pouvoir vous montrer. Alors, on va se déplacer donc pour aller au lieu ensuite, là où il a été assassiné, là où il a été exécuté. Je vais donc me rapprocher. Vous voyez, le terrain, il est vraiment tout accidenté. Il est cultivé, mais les lieux sont quasiment à l'abandon. Nous avons procédé nous-mêmes au nettoyage ce matin à la main de la tombe pour qu'elle ait un aspect plutôt acceptable, parce que ce n'était vraiment pas acceptable du tout de voir un si grand leader pour nous, un héros, un martyr qui devrait être de la trempe de ce que sont d'autres dans leur pays, laissés dans l'abandon et dans la saleté. Donc on a pris la peine de nettoyer par nous-mêmes. Et donc comme vous voyez ici, il s'agit donc des lieux où sont enterrés Ernest Ouandjé lui-même, comme vous allez pouvoir le voir. Nous avons donc Ernest Ouandjé, 1924, 15 janvier 1971. 47 ans. Oui. Et 5 jours. C'est jeune. Oui. C'est jeune. Vous voyez les sacrifices qu'ils ont fait. C'est 47 ans. Oui. Et imaginez le nombre d'années dans la lutte, le nombre d'années dans la résistance, le nombre d'années sacrifiées, pendant qu'on a toute sa vigueur, on a toute sa force, on a toute sa jeunesse, et qu'on peut encore profiter de sa vie, qu'on peut encore essayer, pour eux qui étaient les premiers diplômés des écoles coloniales ou des occupants, qui avaient toutes les possibilités devant eux, avec des carrières qui étaient plutôt prometteuses, à un moment où il y avait encore de la place pour quiconque avait des compétences et un diplôme. Ils ont choisi de laisser tous ces privilèges et de se battre pour l'indépendance du Cameroun, pour tous les Camerounais, et ne pas penser qu'à eux-mêmes, mais surtout d'aller plus loin au point de sacrifier même une vie de famille, comme nous l'avons entendu tout à l'heure dans les témoignages. Et donc, outre Ernest Ouandjé qui est enterré là, Gabriel Tabeu et Raphaël Fotsing seraient enterrés eux aussi tout proche d'ici, dans cet espace apparemment. Donc les deux auraient été enterrés aux côtés, vu qu'ils ont été fusillés tous ensemble le même jour, le 15 janvier 1971, ici même à Bafoussam, dans un lieu que je vous montrerai tout à l'heure. Donc les trois sont enterrés presque au même endroit, ici, et sans aucune mesure particulière. Il faut préciser aussi que ce que vous voyez comme espace, comme aménagement, ne vient ni des pouvoirs publics, ni de l'UPC, qui est le parti politique dans lequel ils ont milité, mais c'est le fruit simplement de l'engagement de l'un des fils de Ernest Ouandjé qui a mis en place le peu que vous voyez. Et je suis vraiment désolé de le dire ainsi. Je suis choqué de voir comment on est peu sérieux au Cameroun, en tout cas, sur la mémoire de ceux qui se sont battus pour notre pays. Pourquoi je le dis? Parce que même le simple entretien n'est pas fait. Et il a fallu que nous partions de loin pour venir faire l'entretien. Et on a l'impression qu'on a des gens qui viennent juste pour prendre et profiter de tout ce dont ils peuvent profiter, de l'image politique et de l'aura qu'ont encore nos héros et nos leaders indépendantistes, et s'en aller. On a l'impression que c'est des gens qui viennent en villégiature, ils viennent, ils se tiennent à côté, ils les regardent et ils observent et puis ils s'en vont. Même pas la peine de se dire comment est-ce qu'on entretient les lieux. Il y a tellement de choses à faire. Les lieux sont délabrés déjà. Il y a un entretien qui manque parce que le petit battant qui fermait avant pour empêcher que des animaux et toute personne puisse y entrer n'y est plus. Et donc rien n'est fait, rien du tout n'est fait pour pouvoir améliorer les conditions dans lesquelles ces personnes qui ont donné tout jusqu'à leur sang pour notre pays, qu'elles puissent avoir un peu de dignité. C'est écœurant. C'est la raison pour laquelle on n'a pas lésiné sur les moyens. Moi, personnellement, je suis parti de Douala hier avec André Blaise et Sama.
Nous sommes partis de Douala à presque 23 heures. Nous sommes arrivés à 6 heures à Bafoussam. Et immédiatement, il fallait commencer à préparer les choses. Et j'ai tenu particulièrement à assurer le nettoyage avec un camarade que j'ai trouvé sur place, un certain Mbok Gabriel, je crois, qui n'a pas manqué en tout cas de donner un grand coup de main pour qu'on puisse avancer. Et entre-temps, des militants de l'UPC qui arrivaient se tenaient en spectateur à côté, à nous regarder et surtout à nous poser la question de savoir, c'est maintenant que nous faisons le nettoyage. J'ai été extrêmement choqué d'entendre cela parce qu'en réalité, je ne suis pas membre de l'UPC. Je suis membre et militant du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Donc nous, on est là normalement que de manière accessoire. Ceux qui ont la lourde responsabilité de faire les choses en premier sont ceux qui ne sont malheureusement pas là, qui ont brillé par leur absence. Et on se retrouve malheureusement avec le pays qui est totalement laissé à l'abandon, mais surtout avec des personnes qui sont engagées en politique, mais qui ne prennent pas conscience des enjeux et des besoins qu'il y a de tenir au minimum un peu de rigueur dans la manière d'observer la mémoire ou de garder, de conserver la mémoire de ceux qui ont donné leur sang pour que le Cameroun ait le peu de liberté dont nous profitons tous aujourd'hui. J'ai une question à te poser, Fotsing. Alors, par rapport à la description que tu nous as faite des lieux il y a 5 minutes, je peux conclure que on ne sait donc pas, c'est-à-dire que Monsieur Fossi n'a jamais reçu de sépulture normale, puisqu'on ne sait même pas où a été abandonné son corps. Non, on ne sait pas, parce qu'il faut préciser que pour Monsieur Fossi Jacob, lui, il a pris sur lui de monter un petit stratagème, c'est-à-dire qu'il y avait les chutes de la Métier qui ne sont pas très loin non plus de Bafoussam, c'est à une vingtaine de minutes hors de la ville de Bafoussam, et c'était un lieu où, pour ne pas avoir à enterrer des nationalistes et à cacher des cadavres et consorts, l'armée française avait pour habitude de prendre des résistants de l'UPC, des nationalistes de l'UPC, de les mener dans à ces chutes-là et de les jeter de manière à ce que, en tombant, qu'ils meurent, mais que par la suite, il n'y ait pas de possibilité de retrouver les corps, parce que c'est une chute qui est très puissante. On aura peut-être l'occasion de la filmer et de la voir ensemble. Je pense que je prendrai encore quelques jours sur place ici pour qu'on ait d'autres échanges. Il y a notamment le commandant Mandjezel qu'on aura peut-être l'occasion de recevoir sur ce live tout à l'heure, qui a énormément d'informations sur le vécu de l'UPC, sur les réalités de leur quotidien, sur la véritable histoire du Cameroun, comment elle s'est déroulée, en tout cas de son point de vue, avec ses yeux, comment est-ce qu'il l'a regardé, comment est-ce qu'il l'a perçu, qui était présent ici ce matin. Et je programmerai probablement un échange avec lui de manière à ce que l'histoire, en tout cas que ceux qui sont encore les dépositaires de l'histoire, il a plus de 80 ans aujourd'hui, mais il a une mémoire sans faille. Et ça, je dis sans faille, mais une mémoire vraiment sans faille. Il est vraiment très vif d'esprit et très alerte d'ailleurs, donc vous aurez l'occasion de le voir. Il y a la nécessité qu'on ait notre histoire, qu'on ait mais vraiment toutes les informations possibles qu'on puisse transmettre aux générations futures pour qu'on puisse bâtir ce socle d'orgueil et de fierté qui donnera la possibilité à notre nation d'être ce qu'elle devait être, à savoir une nation de grands hommes, de grands héros, à l'instar du camarade Émile, comme il se faisait appeler son nom de combattant, le camarade Émile, qui est donc Ernest Wandier, qui repose ici actuellement à Bafoussam, après avoir été assassiné donc le 15 janvier 1971. Il a été fusillé par les supplétifs des occupants français et une partie de des responsables français qui à l'époque encore étaient consultés pour pouvoir donner leur aval si oui ou non il méritait de mourir ou si sa vie devait être épargnée. On aura donc l'occasion de revenir plus en détail sur le parcours de Ernest Wandier, sur les circonstances peut-être qui ont conduit à sa mort, avec celui qui a pour nom de combattant Mandjezel, camarade Mandjezel. On reviendra donc dessus. Mais pour répondre définitivement à ta question, effectivement, Fossi Jacob, il a été jeté du haut des chutes. Il s'est jeté, il a choisi de se jeter du haut des chutes de la Métier. Mais le stratagème qu'il a utilisé, c'était celui de dire au commandant français qui menait justement les troupes et les prisonniers à cet endroit-là: j'ai un aveu à vous faire, j'ai une confidence à vous faire, je souhaite collaborer, je souhaite parler
venez m'écouter, mais je ne veux pas parler devant mes camarades, il faut qu'on s'éloigne un tout petit peu. C'est donc comme ça, devant les chutes, il lui dit, je ne peux pas parler devant mes camarades, mais je ne veux pas mourir, je préfère me confesser. Donc, je préfère collaborer. Et c'est comme ça que le commandant, fier de se dire, à la porte de la mort, à l'article de la mort, il y en a un qui veut bien communiquer des informations, qui veut bien trahir sa cause pour qu'on puisse retrouver les autres. Il se rapproche, donc il s'éloigne du groupe pour se rapprocher un petit peu de la chute, de manière à pouvoir écouter sa confession dans la confidence. Mais il ne savait pas en réalité que Fossi Jacob avait choisi de mourir en vrai martyr, c'est-à-dire d'entraîner le commandant avec lui dans sa chute plutôt que de mourir tout seul. Et c'est comme ça qu'il le saisit et se jette du haut de la chute avec le commandant français à l'époque. Ce qui fait que, à partir de ce jour-là, plus jamais l'armée française n'est allée aux chutes de la Métier pour exécuter des nationalistes camerounais de l'UPC qui se battaient. C'est ainsi que les massacres qui se déroulaient aux chutes de la Métier ont pris fin par le sacrifice et le sang de Fossi Jacob, dont la fille était avec nous à l'instant et qu'on retrouvera encore tout à l'heure. Louise Meka Fossi, qui est aussi qui tient à faire vivre cette mémoire-là. Elle est très dynamique, très engagée. Et je peux vous garantir que moi, c'était un bonheur immense dans un moment comme celui-ci où les Camerounais sont en proie à une division qui n'a pas de raison d'être, qui n'a pas de nom, qui n'a pas de sens. C'était un bonheur immense de voir qu'elles étaient ensemble, mais que surtout, pour précision, et vous allez comprendre pourquoi j'ai dit c'était un bonheur immense, elles ont été reçues, les filles de Oumniobé, elles ont été reçues dans le domicile de Louise Meka Fossi. Elles ne sont pas logées à l'hôtel, elles se connaissent, elles se fréquentent, elles sont donc logées là-bas, et on a eu le privilège de prendre le petit déjeuner avec elles, mais c'est dans une convivialité dont vous n'avez pas idée. Ce sont nos moments. On arrive avec André Blaise et Sama. Moi, personnellement, je sais pas où me placer. À côté de la fille de Oumniobé, vous imaginez, vous êtes à côté de la fille de Oumniobé, elle vous dit, venez vous asseoir ici, mais j'hésite, je ne sais même pas où me cacher et tout. Et elle me dit, mais non, pourquoi j'ai dit, non, je peux pas, c'est pas possible. Mais avec une décontraction pas possible, elles ont détendu les choses et elles m'ont mis tout de suite en confiance. Non, mais viens t'asseoir. Tu es l'enfant, viens t'asseoir là, tu peux pas aller t'asseoir ailleurs, viens t'asseoir ici à côté. Donc je me suis assis et de voir comment on n'a pas une impression de division ethnique. Elles étaient là, des gens qui arrivent, qui les saluent dans une langue qu'elles ne comprennent pas, elles font l'effort de répondre, même sans comprendre exactement les mots qui ont été dits. C'est ça le Cameroun que Ernest Ouandjé et Ruben Oumniobé ont voulu construire. Un Cameroun où les ethnies sont une richesse, comme disait Oumniobé, et non pas un facteur de division, et non pas un facteur de clivage. Et j'ai été vraiment ravi de trouver ça. Potsing, il serait logiquement difficile d'avoir de la division quand on s'appelle Meka Fossi. Effectivement. Voilà. Effectivement. Et il y a des exemples comme ça à foison. Donc, entre autres éléments, il y a donc eu également la gerbe de fleurs qui a été confectionnée par André Blaise et Sama, qui est la commémoration à Ernest Ouandjé. Il y a une banderole que nous allons récupérer tout à l'heure également, qui sera exposée lorsque nous arrivons au lieu où il a été exécuté. Donc, je vais peut-être me déplacer progressivement. Si vous voulez faire monter quelques personnes sur... Je ne sais pas si c'est fait. Effectivement. Si vous voulez faire monter quelques personnes sur le panel, le temps que je me déplace. Nous pouvons remarquer que après le discours des filles Oumniobé, de Louise Meka Fossi, ce sont des femmes qui, on peut le dire, ont été portées par la force, par l'amour de leur maman, qui sont restées, par la détermination aussi, même si on leur cachait des choses. Aujourd'hui, d'écouter l'aîné, le grand frère, le devancier qui va essayer de partager quelques mots avec nous par rapport à la commémoration du 54e anniversaire, si on peut l'appeler ainsi, de l'exécution du martyr Ernest Ouandjé. Donc je vous laisse découvrir en même temps. Je vais donc d'abord commencer par J'espère que vous avez le cœur bien accroché. Il paraît que c'est une surprise. Pour vous, peut-être, avec le casque, oui. J'ai besoin de casque. Oui, ça sera plus simple pour écouter et parler, oui. Waouh! Donc, je n'ai pas besoin de faire la présentation. Monsieur Hilaire Kamga.
Oui, bonjour, salut à tous les citoyens. Bonjour. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est un immense plaisir. C'est un grand plaisir de partager avec vous ces quelques moments. Donc nous nous apprêtons à aller pour la traditionnelle gerbe de fleurs. Et je pense qu'après ça, on pourra peut-être parler 2-3 minutes avec la diligence de notre brillant combattant qui est là devant nous. Merci. Merci beaucoup et salut à tous. Ce sera un grand plaisir pour nous, docteur, de vous avoir en live tout à l'heure pour échanger. Merci beaucoup. Ça marche. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Donc, comme vous pouvez le remarquer, il y a énormément de personnalités, énormément de figures importantes du paysage politique camerounais qui sont en train de faire le défilé ici. Malheureusement, rien d'officiel n'est prévu, rien d'un point de vue des autorités camerounaises, malgré la loi de 91 qui réhabilite les figures qui ont contribué justement à l'indépendance du Cameroun comme étant donc des héros nationaux. Malheureusement, il y a rien d'officiel qui a été fait et au contraire même, on a été surpris de voir une arrivée de police. Heureusement, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de heurts, il n'y a pas eu d'empêchement particulier, mais il semblerait que les autorités aient mandaté quelques officiers de police pour essayer d'empêcher que les choses ne se déroulent correctement ici, là où le héros, le martyr Ernest Ouandjé a été enterré. C'était pour encadrer ou pour empêcher? Non, pas encadrer, mais ce serait pas sérieux de penser que au Cameroun, les autorités en place essayent d'encadrer de manière à sécuriser ceux qui sont en train de s'intéresser à l'opposition, parce qu'il était l'opposition historique du Cameroun, le tout premier parti politique du Cameroun, et qui est un parti politique d'opposition plus ou moins encore aujourd'hui. Donc c'est pas sérieux de penser qu'ils étaient là pour essayer de faire évoluer les choses dans un sens positif. C'était plutôt pour essayer d'empêcher que les choses ne se déroulent correctement. Pour finir, ça a tout de même eu lieu, c'était un coup d'épée dans l'eau. Donc les cérémonies ont eu lieu correctement d'un point de vue, en tout cas de ceux des différentes tendances de l'UPC, des différentes tendances de l'UPC qui ont été présentes ici. Ça s'est plutôt bien terminé. Voilà, je laisse la parole à d'autres si vous avez... Merci. Maureen avait quelque chose à dire, j'ai vu qu'elle est remontée. Vraiment, notre vrai challenge, c'est que ça part aussi. Il y a un mot qui est sur la balafon. Balafon, il est sur la montée. On s'y vient là. Il nous retrouve une. Oui. Mais merci à vous, merci. C'est des mots qui auraient pu me toucher. Tu vas m'excuser de dire que ça ne me touche pas énormément, pour la simple raison que ce n'est pas contre tes mots, hein. Non, honnêtement, ça me va droit au cœur. Mais par contre, ce que je dis toujours, c'est ma phrase fétiche lorsque je viens ici. J'ai déjà été ici en 2021, où je suis venu sur place une semaine avant les commémorations, et j'ai pris sur moi, presque tout seul, de faire un nettoyage exactement comme ce que j'ai refait ce matin, des lieux. Donc un lavage vraiment à la main pendant des heures. Et j'ai toujours dit dans ces moments-là, c'est des moments où tu transpires énormément parce que tu travailles et c'est pas facile. Parce que c'est très peu entretenu, c'est dans un endroit ouvert, il y a de la poussière, il y a des animaux qui arrivent et tout. Donc pour essayer de rendre les choses plutôt dans un état acceptable, ça demande beaucoup de travail. Et j'ai toujours eu à dire, quand je transpire énormément pour le faire, que donner un peu de ma sueur pour rendre un peu de dignité à ceux qui ont donné leur sang pour l'indépendance du Cameroun, c'est absolument rien. Donc pour moi, je ne le considère pas comme quelque chose d'extraordinaire. Je pense que c'est quelque chose que chaque Camerounais devrait pouvoir faire si on était dans un pays où l'histoire était enseignée. Il ne faut pas forcément en vouloir complètement aux citoyens camerounais qui ne commémorent pas, qui ne savent même pas de quoi il est question. C'est que les autorités en place ont laissé comme une chape de plomb sur cet événement-là. Et les écoles qui jouxtent même le lieu, j'ai moi-même encore aujourd'hui refait l'exercice que j'ai déjà fait par le passé, à savoir regrouper une vingtaine, une trentaine d'enfants des écoles qui sont à proximité pour leur demander s'ils savent qui est là, qui est enterré là et quelle est son histoire.
Malheureusement, c'est pareil à chaque année, quand je reviens, ils ne le savent pas. Et parfois même les enseignants qui sont là ne le savent pas. Ça montre bien qu'il y a une volonté de mettre un silence sur toute cette histoire-là, sur toute cette partie de l'histoire de notre pays. Ce qui fait que les citoyens ne s'y intéressent pas, ils ne viennent pas parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Mais s'ils la connaissaient, si elle était enseignée comme elle devrait être, c'est des gens qui seront au Panthéon. Et heureusement, j'ai été, moi, particulièrement ravi de noter, et je peux vous faire la confidence, c'est le sentiment partagé par toutes les filles de ces devanciers-là. Elles reconnaissent toutes dans le MRC le seul parti aujourd'hui qui reprend vraiment les aspirations de leur père, en tout cas du parti de leur père, et qui a un projet. Vous avez entendu tout à l'heure Françoise Oumniobé qui vous disait par exemple que elle l'a entendu, le professeur Maurice Kamto, parler justement de l'exécution, parler du Panthéon, elle l'a noté, elle l'a enregistré. Ça montre qu'elles y tiennent à ce que ces mémoires-là soient bien entretenues, et le MRC reste le seul parti qu'il a intégré dans son programme de gouvernance. C'est important de le souligner aussi à chaque fois. Mais je termine encore une fois en disant, Maureen, merci pour tes mots. Ça me va droit au cœur. Mais c'est rien ce que nous faisons là aujourd'hui, avec presque toute la liberté, sans être entravé. Le commandant Mandizel, malheureusement, il était là beaucoup trop tôt. Vous n'avez pas eu l'occasion de l'avoir. Mais je vais tout faire pour que vous puissiez avoir son témoignage en direct sur un live. Il disait ici, tout à l'heure, que aujourd'hui, on ne s'en rend plus compte, mais il fut un temps au Cameroun où à peine vous bronchiez, vous commenciez même simplement à avoir un petit grognement, on vous prenait, on disait, celui-ci, il semblerait que le soleil lui a trop fait mal à la tête, mettons-le un peu de côté pour qu'il reprenne ses esprits. Ou on sent que, voilà, il n'est pas... Oui. Potsing, est-ce que tu peux expliquer qui c'est le commandant Mandizel? Alors, oui, entre-temps, je vous montre, hein, c'est la descente du camarade du combattant Hilar Kamga qui va lui aussi faire ses hommages sur les lieux de la tombe. Donc je voulais vous faire partager ça avant de partir sur les lieux de son exécution. Oui. Et l'image, oui, effectivement, il n'est pas en vidéo. Merci. Comme ça, c'est bon. C'est parfait. Parfait. Donc, comme je disais, le commandant Mandizel, c'est l'un des derniers rares combattants qui soit encore vivant, qui a vraiment vécu les événements, qui a participé, qui a été un acteur, qui a été dans la résistance, qui a été au maquis, qui s'est battu. Et voilà, c'est pourquoi il avait pour nom de combattant Mandizel. Son nom véritable est Wafo Jean Armand. Il nous l'a donné tout à l'heure. Donc, j'aurai la possibilité de rentrer dans plus de détails ensuite. Mais effectivement, c'est l'un des rares qui détient encore énormément d'informations sur le parcours qu'a subi l'UPC. Et quel rôle il avait à côté de... Quel rôle il avait dans l'UPC? Ce n'était pas un simple militant. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Non, c'était pas un simple militant et ça va vous paraître curieux, mais... Je vais m'éloigner un tout petit peu pour ne pas déranger la prise de parole. Sûr. Mais c'était pas un simple militant. Mais ça va vous paraître surprenant. Il était secrétaire en charge des sports au sein de l'UPC. Il était en tout cas dans la faction, oui, à l'ouest ici, il était un secrétaire en charge des sports, donc des activités sportives. C'était donc lui qui encadrait justement les UPCistes de ce point de vue-là. Et ça rappelle à peu près les organisations que le MRC a encore aujourd'hui. Tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie, notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie, notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Camarades aimés, citoyens, notre martyr,
Nous savons que tu es à côté du Seigneur là où tu es parce que la cause pour laquelle tu te battais est une cause noble. Nous savons que tu es à côté de notre Créateur parce que celui qui est à côté de notre Créateur parce que ceux pour qui tu te battais ne t'ont pas oublié. C'est pour ça que nous sommes là et que nous avons décidé de maintenir cette opération depuis 16 ans aujourd'hui, afin qu'aucun citoyen camerounais n'oublie que ton sang n'a pas été versé pour rien. Nous venons te déposer hier pour dire, citoyen, camarade Émile, repose en paix. Ernest, camarade, repose en paix. Repose en paix. Repose en paix. Cette fleur naturelle, pour que la nature, dont le sang sur lequel ton sang a versé, nous permette d'avoir la force nécessaire pour affronter ce qui nous attend et enfin réaliser ce qui était votre rêve, vos objectifs. Et en cela, camarade Émile, par ta bénédiction, on va lire notre message. Je peux prendre ça pour moi Le 15 janvier, l'année 2025 sera une année extrêmement délicate pour le Cameroun. Il s'agit d'une année d'espoir, parce que l'espoir va permettre peut-être que le peuple camerounais se libère et qu'enfin le sang des martyrs, parmi lesquels Ernest Ouandié, n'est pas coulé pour rien. Ce 15 janvier, mais en 1971, il était 16h37. Le camarade Émile, notre leader, Ernest Ouandié, fut lâchement assassiné ici à Bafoussam par le régime néocolonial à Éthiopia. Cet assassinat, que ses auteurs et commanditaires ont voulu spectaculaire avec une portée dissuasive pour la jeunesse combattante et pour ceux qui avaient une sympathie avec la résistance engagée par les dirigeants UPCistes, a fort heureusement produit l'effet boomerang, non anticipé par la bande Asmengue et autres. Comme l'a souhaité dans ces derniers moments Ernest Ouandié, son sang versé, suite aux 12 balles qu'il reçut publiquement, va irriguer le laboratoire de production de nouveaux révolutionnaires appelés à maintenir la flamme jusqu'à la victoire finale, qui est la libération totale du peuple camerounais, que nous espérons être cette année 2025. Oui, ce 15 janvier 1971, je n'y étais pas, comme je l'ai rappelé l'année dernière. Mon papa qui y était, mon grand-père, son camarade exil, m'en ont suffisamment appris et édifié pour que je puisse assumer avec d'autres, sans gêne aucune, l'ensemble de ce noble combat pour lequel camarade Émile et les autres leaders, et autres y ont laissé leur vie. Mais au-delà de cette dimension génétique, comme je l'ai rappelé, du fait de l'engagement de mes parents dans cette lutte, je dois mentionner qu'à Fengun du Nord, que cette résistance ne saurait se comprendre pleinement si sa présentation est galvaudée, que ce soit dans une perspective de circonscription temporelle ou conjoncturelle, ou dans une dynamique partisane ou ethnique. La résistance initiée par nos valeureux dévanciers est bien au-delà de ces considérations spécieuses et doit s'appréhender dans une dynamique idéologiquement encadrée, politiquement républicaine et opérationnellement séquencée. Cette résistance, celle de nos martyrs, résiste donc au temps. Cette résistance, celle de nos martyrs, résiste aux péripéties des circonstances. Cette distance de l'embrigadement politicien et se méfie des leaders neutralisants et refuse toute petite confiscation, aussi bien au niveau individuel que collectif. Oui, c'est pour ça que depuis 15 ans, je suis là chaque année avec ses camarades, docteur Hugo Podjoubé, Suétanier et tous les autres qui croient en cette lutte et qui, chacun dans son univers, irrigue la société de cette bonne pensée et que la mémoire du citoyen et du combattant camarade ne doit jamais cesser. C'est du lieu de saluer
autres acteurs, la deuxième séquence, parce qu'il convient ici de répéter ce que j'ai dit l'année dernière avec les camarades ici, parce qu'il y a plusieurs séquences de résistance. C'est le lieu de saluer, et tu me permets de le faire, camarade Émile, de saluer les acteurs de la deuxième séquence de la lutte révolutionnaire que j'ai découvert en 1990 et qui ont renforcé ma détermination. Il s'agit notamment des résistants à Dikoué, Anissé Kane, Yondo Black, Jean-Michel Tikam, Netou Maza et autres qui, en assumant ce statut dans un procès public au tribunal militaire de Yaoundé, avec l'encadrement des services secrets sous l'air juré, montraient clairement à la satrapie de Yaoundé que Ernest Wandier n'est pas mort pour rien. En fait, qu'il n'est pas mort du tout. Il s'agit des aînés, notamment comme Fabien Eboussi, comme Eboussi Boulaga, Tidjo Pokam, Wamassor, Djekam Tiamini, John Fouki, Aminé Bieleux, Dika Akwa, Célestin Monga, Pius Djawé et autres qui ont conçu cette deuxième séquence des années 90. Le parcours ultérieur de certains ne saurait autoriser un quelconque travertissement des faits historiques ou encore galvauder leur contribution à la lutte pour le changement. Oui, nous sommes tous des héritiers. Et ces héritiers-là, nous sommes fiers d'être. Nous sommes fiers de poursuivre cette résistance et nous sommes convaincus qu'en l'année 2025, on aura sûrement l'épilogue de cette lutte, de cette souffrance d'un peuple. Comme les évêques l'ont rappelé il y a quelques jours, la souffrance a atteint un niveau paroxysmal. La souffrance du peuple camerounais est le plus supportable. Pour autant, le bilan de ces différentes phases de la résistance reste un tout petit peu mitigé. En effet, si l'on peut se féliciter de la préservation garantie de la mémoire de nos héros et le recyclage générationnel des révolutionnaires, l'on doit par ailleurs déplorer les différentes hypothèques à la victoire finale qu'on a pu observer. Concernant ces hypothèques à la victoire finale, je dois citer entre autres la guerre de leadership, le refus d'apprendre, la nature néocoloniale du régime de Yaoundé, l'égocentrisme destructeur de plus en plus observé chez certains leaders. Pourtant, nos dévanciers nous ont enseigné, par leur comportement, leur mode organisationnel et leur compréhension du leadership, l'inopérationnalité des logiques claniques ou ethniques, des postures messianiques et les dangers de l'autoneutralisation des forces de changement. Oui, ils nous ont appris tout ça. Oui, camarades Émile, vous nous avez montré qu'on pouvait être de toutes les ethnies et partager la même lutte, la même cause et les mêmes convictions. Pourquoi est-ce que nous autres de cette génération, nous ne pouvons pas le comprendre? Il est donc urgent que cette lutte se pérennise pour la libération totale du Cameroun. Et puisque je parle de la pérennisation de la résistance, je dois saluer les nouveaux ouvriers qui sont venus renforcer la dynamique de la résistance au Cameroun. Cette troisième phase de la résistance, parce qu'il y a plusieurs phases, qui sont venus renforcer cette troisième phase. La deuxième étant celle des combattants en liberté de 90, qui elle-même était le prolongement de celle encore plus sanglante que nos grands-pères et nos parents nationalistes ont mené pendant des décennies, avant et pendant les indépendances. Celle-là même qui s'est soldée le 15 janvier 1971 avec ton assassinat, avec, je vais dire, ta fusillade spectaculaire par le régime de Yaoundé, le régime néocolonial qui est encore en place aujourd'hui. La troisième phase de la résistance, qui s'est renforcée avec la vague des résistants l'après 7 octobre 2018, doit se poursuivre dans la perspective de la libération totale du Cameroun. Cette troisième phase pose plus que jamais les défis de la collectivisation, de la gestion de la lutte, de la nécessité d'une transition politique maîtrisée, assumée, et la post-révolution garantissant l'avènement de la Troisième République dans laquelle la souveraineté appartient effectivement au peuple. Le peuple qui est le seul souverain. Si ces défis sont profondément considérés, nous atteindrons les deux principaux objectifs de nos révolutionnaires, dont vos objectifs, camarades Émile, qui étaient notamment la véritable indépendance et la saine et juste réunification, seule condition pour une paix durable dans notre pays. Le combat d'Ernest Wandier, ton combat, camarade Émile, va continuer. Si nous prenons conscience des enjeux de notre responsabilité et nous nous armons de l'humilité nécessaire, du dépassement de soi et surtout de l'altruisme qui a caractérisé nos dévanciers, nous arriverons à la libération totale et nous pouvons le faire en cette année 2025. Les résistants actuels ont la chance d'avoir encore des vivants parmi eux comme le roi Sokoudjou, Jean Rameau, qui peuvent irriguer la société, notre génération, des conseils nécessaires pour éviter une mauvaise négociation de surveillance déterminant pour la libération. Oui, cette génération a l'avantage d'avoir des femmes, des leaders comme Alice Com, qui était encore hier convoquée et qui a résisté, qui n'est pas allé à cette convocation, nous montrant qu'on peut résister devant la satrapie et devant ce régime dictatorial. Oui, mais Alice Com, le roi Sokoudjou et bien d'autres sont des aînés, des parents qui devraient pouvoir obtenir notre aval
pour, avec nous, permettre une négociation de ce virage qui sera peut-être moins sanglant que ce que nos dévanciers, notamment le camarade Émile, ont connu. Le moment est peut-être venu de donner définitivement raison à Ernest Ouandjé, qui a consenti au sacrifice suprême pour la libération. Oui, la fin du règne irréversible de M. Biya-Paul. L'opportunité de libération est donnée. Bien qu'il ne soit pas conscient lui-même qu'il est en fin de règne, et que peut-être en fin de vie aussi, nous devons le lui faire comprendre, pour que, effectivement, la seule chose positive qu'il ait pu faire, c'est-à-dire reconnaître que Ernest, le camarade Ernest, était un martyr, était un héros national, que la seule chose là, pour cette seule chose, il bénéficie de notre clémence et qu'il aille se reposer en paix, que M. Biya aille se reposer, que 2025 nous libère. Le moment est peut-être venu de donner définitivement raison à cette Ernest. Le Cameroun doit se libérer, se réconcilier avec lui-même et redémarrer dans le cadre d'une troisième république dont le socle sera bâti à partir d'une commission vérité, réconciliation. Il est donc important à partir d'aujourd'hui de se consacrer à la seule et unique bataille qui vaille la peine, c'est-à-dire la construction d'une masse critique électorale en amenant tous les Camerounais à s'inscrire sur la liste électorale pour qu'à partir d'une convergence de force dans le cadre d'une union pour la transition politique, on réussit à avoir les 15 millions de soldats électoraux en 2025 pour que le balayage du régime de Yaoundé soit une réalité. Camarade Émile, repose en paix. Où tu es, rassure-toi, ton sang n'a pas été versé pour rien. La lutte continue tant que la libération du peuple n'a pas été effective et nous croyons qu'elle sera effective cette année. Camarade Émile, repose en paix. Merci. Donc, vous venez d'écouter là. Très puissant. Potsing, tu es là? Oh, oui. Ok. Merci. Je suis là. Donc, vous venez d'écouter la lecture du discours le plus pertinent que moi j'ai écouté. Oui. Le plus pertinent que j'ai écouté depuis ce matin. Avec ceux qui se réclament être de ci et de ça. Mais le véritable esprit nationaliste ne se cache pas. Il se sent, il se perçoit. Et il faut définitivement croire que notre pays est arrivé à l'année charnière 2025 avec toutes les forces qui sont alignées, qui vont dans la même direction, qui poussent dans la même direction et tous les vents qui semblent favorables. Vous avez écouté encore ici l'allusion aux sorties médiatiques des évêques en rappelant que pour ceux qui ne le savent pas, il y a une forfaiture commise récemment par l'un des prétendus leaders de l'UPC qui a voulu fustiger ou dénoncer l'attitude des évêques et des membres du clergé qui osaient s'intéresser à la question politique en leur disant de ne penser qu'à la prière et leur question de chapelle et de soutane peut-être. Et à ce monsieur, j'ai envie simplement de répondre que malheureusement pour moi, il m'oblige à utiliser un langage qui n'est pas le mien, qui n'est pas un langage propre, que je n'aime pas, que je n'apprécie pas du tout. Il s'agit d'un énergumène. Il ne peut s'agir que d'un énergumène qui fait une allusion comme quoi le clergé ne devrait s'occuper que des questions de religion et non pas des questions politiques dans notre pays. Quand on sait que celui que nous venons aujourd'hui commémorer, à savoir le camarade Ernest Ouandjé, le camarade Émile, a été accusé, a été jugé avec Monseigneur Ndormo, qui est un évêque, qui est un haut gradé donc de l'Église, mais qui n'avait pas manqué de s'engager, qui n'avait pas manqué de mouiller sa soutane, qui n'avait pas manqué de faire ses prières, mais de ne pas se limiter uniquement qu'aux prières, bien de mener aussi des actions de soutien à la lutte de libération du peuple camerounais, à un tel point qu'il fut accusé de haute trahison et de complot contre l'État, aux côtés d'Ernest Ouandjé même, et que les deux furent condamnés. Et il faut simplement rappeler que Monseigneur Ndormo sa grâce ne doit sa grâce qu'au simple fait qu'il était membre du clergé et que le Vatican ayant insisté, on lui a accordé une grâce qui lui permettait de vivre en exil définitivement, d'où sa mort au Canada
loin de sa terre natale, simplement parce que la condamnation qui le touchait avait été commuée donc en peine d'exil. Et c'est simplement un argument qui peut donc, dans le contexte du Cameroun, prétendre être un leader de l'UPC et demander au clergé de se tenir loin des questions de politique, quand on sait que le clergé a participé activement au travail que l'UPC a mené dans le passé à travers Monseigneur Ndormo, et que celui-ci n'a pas hésité lui-même à prendre le bâton de pèlerin et à risquer également beaucoup dans l'entremise qu'il a essayé de faire pour trouver des solutions et une voie de sortie de la colonisation pour le peuple camerounais. Donc voilà, c'est à présent une phase de questions-réponses, semblerait-il, avec M. Hilaire Kanga. Oui, Dr Hilaire Kanga. Est-ce qu'il y a des médias sur place? Quels sont les médias qu'il y a sur place? Il y en a plusieurs. Qui a perdu cette sacoche? C'est à qui? Donc, je ne sais pas si vous souhaitez. Regarde dedans s'il y a une pièce d'identité. Elle vient à peine de tomber. Oui, regarde des appareils. S'il y a une pièce d'identité. Le propriétaire verra. Donc, je vais vous faire écouter à la séance. D'accord, de questions-réponses du docteur. On écoute. Alors, docteur, une question. S'ils sont prêts, non, pas encore. Au même niveau que moi. C'est bon. C'est quoi le principal message? Nous avons lancé l'opération hier en 2008 et nous sommes ravis de savoir que cette opération est suivie aujourd'hui et que chaque année depuis 2008 nous sommes là et nous voyons beaucoup d'autres groupes qui viennent et beaucoup de personnes de tous les âges qui sont là. Le message est de dire simplement: Ernest Ouandjié, le camarade Émile, n'a pas versé son sang pour rien. Il ne faut jamais oublier que c'était le dernier résistant et que son assassinat était spectaculaire, sa fusillade à Bafoussam, ce jour 15 janvier 1971 à 16h17 ici à Bafoussam. Donc ça a été spectaculaire et nous sommes là chaque jour pour rappeler, parce que ses derniers mots, c'était sur son sang. Il a dit: son sang va irriguer cette société, permettre d'autres révolutionnaires de naître. Alors de ce point de vue, nous sommes là pour rappeler que c'était une phrase qui n'était pas vaine et que nous sommes ses héritiers et qu'il y aura d'autres après nous qui vont continuer cette lutte au cas où on n'arrivait pas au résultat escompté par Ernest Ouandjié et tous ses camarades. Autre question. Est-ce qu'il y a une meilleure façon de faire cette lutte pour mieux honorer la mémoire d'Ernest? Il n'y a pas d'autre meilleure façon que d'abord, de permettre à la mémoire de ne pas être effacée. C'est déjà ça qu'on fait. Et il vous souvient quand même que nous avons lancé une opération dont les résultats vont être rendus publics dans les jours qui suivent. C'était depuis le 25 mai 2024. Donc on aura une stèle ici pour lui. Et nous sommes en train de négocier pour que ce soit ici à Bafoussam ou dans toute autre ville de l'Ouest, qu'on puisse avoir un lieu de mémoire qui va porter son nom et où on aura le nom de l'ensemble des combattants qui ont été assassinés dans le période coloniale et néocoloniale. Donc nous attendons que les autorités saisies, les personnalités saisies puissent nous donner l'espace nécessaire pour ce lieu de pèlerinage qu'on va créer ici à l'ouest et qui sera un pèlerinage pour l'ensemble de la région au-dessus du sud du Sahara. Et donc la façon la plus intéressante de lui rendre hommage, c'est de permettre de se retrouver un jour en train de dire « Enfin on a libéré le Cameroun ». Parce qu'en fait il avait deux objectifs, lui, Ernest et tous ses camarades. L'indépendance du Cameroun, l'indépendance véritable, et la réunification totale du Cameroun. Les cris du Nosso montrent qu'on n'a pas réussi la réunification, et le fait qu'on soit aujourd'hui encore extraverti dans tous nos domaines montre qu'on n'a pas l'indépendance véritable. Et donc le jour où on va réussir à balayer le régime néocolonial qui sévit encore au Cameroun, et que ces assassins, dont certains sont encore au pouvoir, lorsqu'ils auront tous fait leur présentation devant la commission Vérité et Réconciliation, lorsqu'ils seront venus demander pardon pour ceux qui ne sont pas encore morts, à ce moment-là, on pourra revenir ici avec vous pour dire « Ernest, enfin repose en paix définitivement, parce qu'on a pu réaliser tout ce que vous aviez vu. » Comment entrevoyez-vous la libération du Cameroun dont vous parlez? Il n'y a pas deux façons de faire. Il faut nécessairement que le régime de Yaoundé soit balayé. Il faut noter que les gens comme les Smengue sont encore là. M. Biapol était là pendant qu'il a été assassiné, il était aux affaires. Donc ce sont eux
qui sont malheureusement ceux que je considère comme étant les assassins d'Ernest Ouandjie. On ne doit pas laisser tout ça entre les mains de M. Aïdjo et autres, les Biapol, les Semengue, tout ce monde, ils sont encore là. Il faudrait que, comme j'exige, qu'il y ait une commission vérité et réconciliation, qui sont encore en vie, qu'ils viennent demander pardon un jour. Et pour ça, il faut que nous prenions le pouvoir. Nous, c'est qui? Le peuple camerounais doit reprendre le pouvoir, indépendamment des partis politiques, hein, des orientations politiques des uns et des autres. Mais il faudrait que un régime véritablement d'essence endogène puisse naître à Yaoundé. Et nous croyons que 2025 devrait être l'opportunité pour que ce régime puisse arriver à la réalité. Et que même les gens de l'RDPC se réconcilient avec ceux de l'opposition, qu'on ait un autre régime qui permette à Ernest Ouandjie de dormir, de reposer en paix là où il se trouve. Il faut pour cela, comme je l'ai dit tantôt, que les gens aillent s'inscrire sur les listes électorales et que les gens aillent voter pour qu'un nouveau régime naisse à Yaoundé. C'est la seule condition pour que ces gens, ces camarades de mes grands-parents, et peut-être pour certains parmi vous, que ces gens puissent reposer en paix. Il faut que le régime change à Yaoundé. Est-ce que dans le paysage politique de l'opposition camerounaise actuellement, vous voyez des hommes de la trempe d'Ernest Ouandjie qui seraient en même d'incarner la poursuite du travail qu'ils ont abattu, de manière à ce qu'on puisse penser qu'en 2025, les citoyens camerounais auront un choix viable pour pouvoir mener justement à bien le changement et la renaissance du Cameroun qui est tant attendu? Je préfère ne pas trop parler des hommes parce que ça m'amène à parler du messianisme. La lutte menée par Ernest Ouandjie justement était extrêmement intéressante. C'est pour ça que nous la vendons aux autres générations, parce que lorsqu'ils ont assassiné Moumié, hein, lorsqu'ils ont assassiné Moumié, on a pu avoir les autres émerger. On a pu voir Oumioubé quand il est parti. On a pu voir Ernest Ouandjie qui sortait. Tous ces gens montraient qu'à la réalité, la question n'est pas une question d'un individu, c'est une question d'une dynamique globale pour le changement, une dynamique globale qui se met en place. Et au Cameroun, on a beaucoup d'hommes capables de le faire. On a beaucoup d'hommes capables d'incarner cela. Et c'est pour ça que la condition sine qua non pour avoir un changement et dans le balayage du régime de Yaoundé, c'est la convergence de forces et que tous ces leaders qui ont pour la plupart beaucoup de potentiel puissent se mettre ensemble pour balayer le régime. Personne ne le réussira seul. English. On va d'abord là on prend le verre. Je crois que j'ai dit tout. Non, je ne vais pas vous donner l'anglais. Oubliez les anglo. Oubliez mes amis anglophones pour l'instant. Oui, Fotsing. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient monter pour que... Fotsing, Oui, je suis là. c'est pas fini? Oui, est-ce que tu m'entends? Non, c'est fini. Pour cette partie-là, c'est terminé. Et là, on se déplace. Je voulais juste savoir, Fotsing, est-ce que tu peux nous donner juste la suite de cette croisade que nous vivons en même temps que toi? Est-ce que tu peux nous dire? Oui, alors, oui, la suite, c'est que nous allons tenter d'aller sur les lieux où le héros et le martyr Ernest Ouandjie a été exécuté. Il semblerait que malheureusement, il y ait une maison qui soit en train d'être construite en ces lieux-là. Il y a une autre prise de parole, autre interview. Je ne sais pas si vous souhaitez... C'est de qui? Le docteur qui accompagnait le docteur Hilaire Kamga, je ne sais pas son nom, je ne l'ai pas retenu. Donc je ne sais pas si vous voyez... Vous avez encore les images ou pas? On a l'image, mais voilà, on voit de loin. C'est parfait. Ah oui, ce qui est plutôt normal. Alors, la suite de ton programme à toi, c'est quoi? Essama est parti. Est-ce que tu vas le rejoindre? Essama est parti. Non, et lui, il est rentré sur Douala, malheureusement, suite à une urgence. Moi, par contre, je vais continuer. Je vais continuer le périple. Je vais donc essayer de retourner sur les lieux où il a été exécuté. Le 15 janvier 1971. Donc voilà, ça c'est la suite pour moi. Il y a une conférence de presse de l'UPC qui est prévue non loin de ce lieu-là. Je vais voir si je parviens à m'y rendre aussi. Mais voilà, pour le moment, je commence déjà à me déplacer progressivement et à essayer de retourner vers le lieu où il a été exécuté. Malheureusement,
Alors, est-ce que tu peux nous confirmer, on a eu l'impression que le docteur Hilaire Kamga a refusé la question de vision 4. Non, simplement, il n'a pas répondu à la dernière question qui lui était posée en anglais, mais il n'a pas refusé des questions particulières. Okay. Donc, par contre, juste pour vous faire profiter un petit peu, pour vous qui êtes peut-être loin du pays, le paysage dans les environs, il n'est pas mal du tout. C'est une zone qui, si elle était bien viabilisée, même si on devait construire un monument, un mausolée ici, la vue ne serait pas mal, le lieu ne serait pas mal du tout comme choix pour ériger une stèle à la mémoire de Ernest Ouandié et des camarades qui sont tombés avec lui le 15 janvier 1960. Pour que ça surplombe la ville, en fait. Effectivement, ça surplombe une bonne partie de la ville, parce qu'en contrebas, effectivement, pardon, les aléas du direct. Je me suis transformé en journaliste. Ce n'est pas une casquette que j'ai habituellement, donc vous me pardonnerez les petites imperfections. Merci d'être notre reporter sur place. Je vous enverrai la facture par la suite. Pas de problème. On te renverra plein d'amour. Trêve de plaisanterie. Et donc, je disais, effectivement, ce lieu surplombe, parce que c'est une ville assez montagneuse, surplombe une bonne partie de la ville en contrebas. Et voilà. Et même de l'autre côté, hein, si les écoles étaient un petit peu dégagées ou si la stèle et le monument étaient construits suffisamment en hauteur, on pourrait quasiment avoir un regard à 360 degrés sur la ville de Bafoussam, ce qui ne serait pas un mauvais lieu pour faire une stèle et un monument à la hauteur du sacrifice qui a été donc consenti par Ernest Ouandié, dit camarade Émile, qui vécut au Cameroun entre 1924 et 1971. Ici vécurent de grands hommes. C'est ce que l'Afrique nous envie encore. C'est ce que nous avons de plus cher, même si beaucoup de gens ne s'en rendaient pas compte. C'est ces figures-là, c'est cette histoire-là, c'est cette mémoire-là que nous pouvons partager, dont nous pouvons être fiers en disant nous nous sommes levés comme des hommes pour résister, parce que naturellement, lui-même il l'a dit, mon sang va irriguer le combat qui doit être mené pour la libération véritable et totale du Cameroun. Et on voit bien qu'il y a des résistants partout, qu'on soit proche du Cameroun ou loin, on continue cette flamme-là, cette envie de se battre, d'arriver à la véritable libération du Cameroun. Et je suis particulièrement, moi, heureux d'être du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui a une vision de la souveraineté très marquée, qui a un leader qui parle régulièrement de cette question de souveraineté et d'indépendance, ce qui nous conforte dans l'idée que, effectivement, le fait que notre professeur, notre leader ait assisté à l'exécution d'Ernest Ouandié n'était pas certainement le fruit du hasard, et que ça a certainement été aussi le moment où le sang en question dont il parlait a pu irriguer sur les générations qui viendront. Le professeur est là, mais il y a également pas mal d'autres grandes figures de notre parti, et on sait, ou au Cameroun, hein, d'une manière générale, on sait que nous avons de grands hommes, et on sait que l'Afrique nous envie ces figures-ci. Il faut rappeler que le capitaine Ibrahim Traoré, qui aujourd'hui est l'un des plus grands révolutionnaires qui soit connu en Afrique vivant, lui-même, dans l'une de ses interviews, n'a pas manqué de rappeler le courage et la bravoure de nos leaders que sont donc Ernest Ouandié, Ruben Oumniobé, Castor Osende Afana, Abel Kingé, qu'on prononce souvent Kingé, mais de manière erronée, et tant d'autres, Gabriel Tabeu, Raphaël Fotsing et pas mal d'autres encore, Martin Singap, ils sont vraiment nombreux. Simo Pierre, il semblerait que ce soit le tout premier martyr camerounais, le tout premier exécuté. Il semblerait qu'il s'agisse d'un certain Simo Pierre, exécuté lui également à Bafoussam, dans un autre lieu, d'après les témoignages que j'ai recueillis des militants de l'UPC, en tout cas des tout premiers, avec donc le combattant Mandiézel, monsieur Jean-Armand Wafo, qui a plus de 80 ans, a encore toute la lucidité pour raconter une belle partie de l'histoire que le Cameroun a écrite avec ces grandes figures de notre indépendance. Et je suis particulièrement, moi, je me sens béni de pouvoir privilégié, surtout. De pouvoir, oui, effectivement, c'est ça le mot exact. Parce que la bénédiction, je ne suis pas certain voilà, que ça corresponde véritablement à ce que je voulais exprimer, mais le privilège, oui, je suis privilégié d'avoir pu assister à cela. C'est aussi un petit peu le fruit du hasard, il faut être tout à fait honnête. Ça ne part pas forcément que d'un calcul, ça part
d'un certain nombre de circonstances qui s'enchevêtrent et qui font que finalement, un billet d'avion que j'avais acheté il y a longtemps, je le repousse en choisissant une date au hasard et elle tombe dans un intervalle qui me permet d'être ici présent aujourd'hui. C'est aussi un moment aussi de dire, j'aurais pu profiter moi de mes vacances comme tout le monde, faire la fête ou autre, même si je n'en fais pas souvent. J'aurais pu m'amuser ou bien ne serait-ce que passer du bon temps. Mais j'ai pris sur moi d'être présent ici et je ne regrette absolument pas. Moi, les scènes que j'ai vécues avec les filles Oumniobé et la fille de Jacob Foti, c'est des choses qu'il faut absolument écrire dans des livres pour que la jeunesse camerounaise sache qu'il y a encore des repères, que tout n'est pas perdu, que tout n'est pas actuellement ce qu'on voit sur les réseaux sociaux avec ces malades mentaux. Fotsing, beaucoup d'entre nous aimeraient être à ta place. Quand tu dis « j'aurais pu passer de bons moments », mais moi je pense que c'est ce que tu es en train de nous faire passer. Tu nous fais passer des moments dont le qualificatif, je ne sais même pas quel qualificatif je vais exprimer, mais nous passons vraiment un très très bon moment. Parler de Ernest Ouandié en ce jour de la commémoration de son 54e anniversaire le 54e anniversaire de sa mort, cet homme d'honneur, cet homme exceptionnel qui était Ernest Ouandié, qui était un membre fondateur de l'UPC et qui est mort à 47 ans. 47 ans et 5 jours, il venait à peine de fêter ses 47 ans. Et toi, tu es sur place et tu nous fais vivre ça. Et tu nous parles de bons moments aussi. Ce n'est pas un bon moment, franchement. Alors, je ne sais pas comment nous allons appeler ça. Le live bug un tout petit peu. Je ne sais pas si tu m'entends, Jeanne. Moi, je t'entends. Est-ce que tu m'entends? Moi, je t'entends. Est-ce que toi, tu m'entends? De notre côté, c'est parfait au niveau de l'audio. Allô, Fotsing? Est-ce que tu es là? Non, je ne dirais pas que c'est un bon moment. Au contraire, je dirais plutôt c'est un moment historique. C'est un moment historique que moi je suis en train de vivre. C'est un moment émouvant, inédit. Important. Effectivement, c'est un moment inédit. Donc, ce n'était pas pour dire que je regrette d'être ici. C'était pour dire j'aurais pu faire le choix de me relaxer, de me reposer, et j'en ai vraiment besoin. Je vous assure, les amis, j'ai vraiment besoin de repos en ce moment. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis parti. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu une minute parce qu'il fallait préparer tout ça. Il fallait s'occuper de mettre les petits plats dans les grands, d'essayer de réunir toutes les conditions. Mais voilà, ça en valait la peine. Encore une nuit blanche, alors que j'essayais d'éviter ce type de situation. Mais le prix qu'on en retire tous ensemble, c'est un prix qui en vaut largement la peine. Donc, je suis ravi de partager cela avec vous. Ne croyez pas le contraire. Merci, Fotsing. Merci beaucoup. Je crois que Wilfried est déjà dans le panel. Je lui ai envoyé une invitation. Je ne sais pas s'il l'a vu. Mais est-ce que Wilfried pourrait monter? S'il monte, je descends. Oui, mais à ce moment-là, on te retrouve, non, plus tard? Tu as encore des choses à nous montrer puisque... Il a le don. Il a le don d'ubiquité. Il va devoir se déplacer pour se retrouver ici. Fotsing, écoute-moi, s'il te plaît. Les filles Oumniobé ont dit qu'elles se retrouveraient tout à l'heure avec toi. Nous sommes là pour l'événement. Voilà. Wilfried va commenter comme toi l'événement. Voilà. Donc, on est surtout là pour l'événement, pour le vivre sur place. Donc, je pense que... Mais j'espère simplement que tu as compris qu'il s'agissait d'une blague. Hein. Non, il n'y a pas de souci. C'était rien d'autre que ça. Je voulais juste que tu nous confirmes que on reverra les filles. Je me déplace vers le lieu où... Oui, je vous confirme que vous les reverrez. Je vous confirme que vous les reverrez parce que même à leur domicile, même si elles ne sont plus au lieu de l'exécution, même à leur domicile, chez la doyenne, chez Louise Mekafossi, la reine, il serait possible pour moi d'y arriver. On a été invité là-bas dès hier, même si on est arrivé que tôt ce matin, à 6 h du matin, mais on y est allé et on a pris un petit déjeuner. Imaginez-moi en train de déjeuner avec les deux filles de Oumniobé et la fille de Jacob Mekafossi. Ça veut dire que tu te déconnecteras et tu te reconnecteras, c'est ça?
Est-ce que ça veut dire que en allant là-bas, je peux rester en mute. Je peux rester en mute un petit moment en me déplaçant. Donc, si Wilfried est là, il peut commencer effectivement il va monter dans pas longtemps. Partager ses immenses connaissances avec les autres. On va prendre ceux qui veulent aussi réagir peuvent monter. Il y a quelqu'un qui est monté. S'il y a des questions aussi, n'hésitez pas. Oui. Monsieur Ngembi? Oui, bonsoir, madame. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Bonjour. Je me déconnecte et je reviens juste pour la vidéo. Question d'économiser ma batterie. Il n'y a pas de souci, sauf si la personne voudrait te poser une question à toi directement. Non, je reviens immédiatement, ne t'inquiète pas. D'accord. Je déconnecte juste pour la vidéo et puis je reviens. On fait comme ça. On vous écoute, monsieur. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis tombé sur ce direct au hasard, vraiment. Et c'est un hasard, bon, positif. Un heureux hasard. Parce que, bon, un heureux hasard, exactement, oui. Bon, les Ernest Ouandjé, les Oumniobé, j'ai toujours eu à lire ça dans des livres. Et au moment, c'est un honneur d'assister à, comment on dit, quel est le mot en français, s'il vous plaît? À la commémoration. À la commémoration, oui. 54e anniversaire de la mort de Ernest Ouandjé. Ernest Ouandjé. Vraiment, ça galvanise la révolution parce que, comme on disait tantôt, pour l'honorer, il faut achever ce qu'on l'a empêché d'achever. C'est la meilleure manière de l'honorer. Donc, abonnez-vous à la page. C'est vraiment motivant. Abonnez-vous à la page. C'est vraiment motivant. Et nous sommes sur le bon chemin. Ok. Merci beaucoup. Merci. N'oubliez pas de vous abonner à aux médias. Je suis déjà abonné. C'est parfait. Ça m'a envoyé la notification. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va passer la parole à Pires. Oui, bonjour, bonsoir. Bonjour. Wow, mon Dieu. Ce live m'a été envoyé par un confrère. Et voilà, je savais même pas de quoi il s'agissait. J'ai dit, ok, je vais voir. Et là, directement, je tombe nez à nez avec ce live où je suis en train de voir en direct la tombe du combattant Ernest Ouandjé. Je vous montre pas, je vais pas vous mentir. J'ai eu des frissons et je sais pas, j'ai eu une force, c'est-à-dire qui est montée en moi quand il a zoomé au niveau de la photo d'Ernest. J'ai lu le nom, j'ai vu la date de naissance et je sais pas, j'ai voulu, je sais pas, il y a un truc qui m'a pris, c'est inexplicable, franchement, c'est magique. Il faudrait que les Camerounais essaient de comprendre et voir ça. Eh oui, vous savez, c'est très important. Beaucoup de Camerounais, non, ça m'a encore habité ça m'a habité d'un truc de fort. Je vais juste vous relancer. Quand on voit, par exemple, un événement comme ça, 54 ans après, il y a beaucoup d'entre nous qui n'étions pas nés. D'accord? Ouais. Et qu'on voit ce que ça représente. Imaginez ceux qui le vivent. Je ne sais pas à quel moment vous avez pris en route le live, mais on a parlé avec la fille de Monsieur Fossi, celui qui a été jeté dans les chutes et qui a entraîné avec lui un général français. On a eu le témoignage de Hermine et de Marie Ngoum Niobé. Je ne sais pas si vous avez entendu à ce moment-là. Qui ont raconté... Au moment où c'était... voilà, elles ont raconté comment c'était difficile de vivre avec ce nom qu'elles ont dû cacher parce qu'il ne fallait pas qu'on sache qu'elles étaient les filles de Ruben Oumniobé. Wow. Il y a Hermine Oumniobé qui nous a raconté que son fils de 4 ans, elle n'a pas pu l'inscrire à l'école parce qu'il porte exactement le nom de son grand-père. Donc quand vous voyez ça, Ernest Ouandjé, il est mort, il avait 47 ans et 5 jours. Ruben Oumniobé, il était né en 1913, mort en 58, il avait 45 ans. Félix Moumié, je crois qu'il avait il n'avait même pas 40 ans quand il a été empoisonné à Genève. Donc quand vous voyez
le combat qu'ils ont mené. Et quand ils sont morts, ils étaient déjà rentrés dans le combat depuis un moment. Ils luttaient déjà contre le régime colonial français et les gouvernements post-indépendance. Et nous, aujourd'hui, on reprend le flambeau. On reprend le flambeau en diffusant l'information, en faisant parler les gens, en étant sur le terrain. On fait vivre la mémoire. Donc, la mémoire de Ernest Ouandié est en train de fleurir grâce à nous. Et ça, nous devons donc savoir que chacun de nous a une immense importance dans ce combat. Voilà, je vais vous laisser aller au bout de votre propos, s'il vous plaît. Oui, je suis arrivé au moment où c'était en fait, quand le micro était tendu, je sais pas comment s'appelait le monsieur, j'ai vu comment il répondait. Le docteur Hilaire Kamga. Merci, merci. Waouh, je vous mens pas, je suis plus le même. Je suis plus le même. Je suis plus le même. Ça, je peux vous rappeler. Moi, il m'a fait pleurer avec son discours, le docteur Hilaire Kamga. Je suis plus le même. Franchement, si les Camerounais ne sont pas décisifs cette année pour que le sang de tous ces combattants-là sacrifiés pour le bien du Cameroun, c'est que c'est le Camerounais lui-même le véritable problème du Cameroun. Je sais pas, mais il faudrait franchement que cette vidéo, si elle pouvait faire le tour de la toile, je sais pas vraiment, ça dit, c'est magique. C'était magique. J'ai vu la tombe d'Ernest pour la toute première fois de ma vie. Tous les jours, je parle, Ernest Ouandié, on parle. C'est comme une récitation, une chanson, mais les gens ne comprennent pas. Waouh. Merci. Je ne suis pas encore remis vraiment de mes... Mais merci quand même pour ce live. On n'a pas fini. Tout à l'heure, Foting va nous faire... il va retourner où sont les filles de Ruben Oumniobé et la fille de Jacob Fossi. Et on va continuer la conversation. On va dire bonjour à Wilfried. Merci. Et merci de nous rejoindre. Mais on va d'abord donner la parole à Denis. Et après, on va écouter Wilfried. Oui, bonjour, bonsoir, chers combattants. Bonjour. Je suis vraiment très fier de prendre la parole parmi vous finalement. Je suis très ému aujourd'hui par rapport à ce que je suis en train de regarder depuis un moment. Mais en même temps, je suis un peu déçu parce que au début, je remarque qu'il n'y a pas assez de gens qui sont connectés là, dans ce genre de live. Et ça me gêne un peu. Parce que en regardant ce que j'ai vu tout à l'heure, ça a juste motivé, ça a réallumé ce que je ressens au fond de moi depuis longtemps, que nous, cette génération, nous avons une très grande responsabilité. Maintenant, allons-nous poursuivre, prendre nos responsabilités en main pour combattre notre combat, ou nous allons regarder et être passifs, laisser passer et faire vivre à nos enfants ce que nous avons vécu nous aussi. Non, nous n'avons pas le droit d'être lâches. J'ai tellement la chair de poule. Cette vidéo-là, même l'engouement sur le terrain ne m'a pas impressionné. Je me demande est-ce que nous nous rendons même compte de notre histoire. C'est très profond ce qui est en train de se passer. Notre combat est très énorme. Nous devons nous battre. Nous devons donner tout ce que nous avons pour ne pas être la génération de la honte. Merci pour tout le combat que vous faites. Nous sommes ensemble et bon courage à vous. Je ne peux pas malheureusement parler longtemps parce que je suis sur l'autoroute. Merci beaucoup. Merci. On reste en live. Beaucoup. Merci. On reste en live. Thank you. Alors, Wilfried. Oui, bonjour, Jeanne. Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir d'être avec vous. Pas de salutations de ma part. En tout cas, c'est un grand plaisir d'être avec vous, d'avoir été choisi parmi ceux qui peuvent dire quelque chose aujourd'hui. Je ne sais pas par où commencer, chère Jeanne, parce que tu as juste dit bonjour, Wilfried. Oui, c'était le temps de laisser les autres, voilà, et puis bon, politesse d'usage, hein. Je vais juste planter le décor, c'est-à-dire qu'on était prévu, comme tu le sais, commencer à 15h. Finalement, le programme s'est accéléré du côté de Bafoussam et l'événement était trop important pour que nous ne nous y adaptions pas. Donc, nous nous sommes adaptés. Nous avons commencé à 13h. Donc, à 13h,
Fotsing nous a rejoint. Il était en présence de Hermine Oumniobe, de Marie Oumniobe et j'ai oublié le prénom de la dame, la fille de... Pardon Jeanne, je vais corriger juste les noms. Il y a donc Françoise. Ah, c'est Françoise. Oui. Et Hermine. C'est Françoise Oumniobe qui était présente. C'est la cadette. Hermine qui est l'aînée actuellement. L'aînée. Ngo Oumniobe. Sachant que Françoise, c'est Françoise Oumniobe. D'accord. Et l'aînée, c'est donc Hermine Ngo Oumniobe. Et pour finir, il y a la fille qui s'appelle Louise Meka Fossi. Oui, Meka Fossi. Voilà. Merci Fotsing. Voilà. Donc, Hermine Ngo Oumniobe, qui est l'aînée, elle nous a expliqué qu'elle avait une sœur qui est décédée en 2015. Elle nous racontait donc les difficultés qu'elle a eues dans sa vie parce qu'elle portait le nom de Oumniobe qu'elle a dû cacher jusqu'à l'âge de 22 ans. Et quand elle s'est mariée, on a enfin accepté de lui établir une pièce d'identité avec le nom de Oumniobe, mais elle se faisait appeler Madame Niemek pour ne pas être identifiée. Et quand elle a eu son fils en 1976, à l'âge de 4 ans, elle a voulu l'inscrire à l'école. Et étant donné qu'il porte exactement le même nom que son grand-père, on a refusé le petit à l'école. Donc voilà un peu des choses qu'elles nous ont racontées. Elles nous en raconteront sûrement d'autres. Mais bon, je pense que l'événement que nous vivons aujourd'hui, c'est une histoire sur laquelle toi aussi tu as beaucoup de connaissances. Et donc nous voulons simplement, je peux dire devant la tombe de Ernest Ouandié, même si nous ne sommes pas devant, Fotsing nous a fait vivre ça. Nous avons vu la tombe avec les gerbes de fleurs qu'ils ont déposées avec Essama qui est dans le panel aussi, qui est sur le panel. Donc voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire? Il y a, comment il s'appelle? Le docteur Hilaire Kamga, par exemple, a dit, nous sommes tous héritiers de cette résistance et on peut être de toutes les ethnies et partager les mêmes causes. Il y a aussi une chose qui m'a frappé, c'est que il a parlé de plusieurs phases de la résistance. La première phase, c'était avec Oumniobe, Ernest Ouandié et leurs compagnons. Ensuite, il a parlé de la phase avec Maître Yondo Black Mandingue, Henriette Ekwen et Toumaza. Et aujourd'hui, la troisième phase, eh ben, c'est l'opposition d'aujourd'hui. C'est nous, entre guillemets. Donc, si tu peux dire déjà quelque chose dessus, on t'écoute, Wilfried, si tu es disponible. Évidemment, je suis disponible. On s'est entendu avec le frère Fotsing que je serai disponible. C'est un grand jour, le 15 janvier, et pour ceux qui ne le savent pas encore, éventuellement pour les générations à venir, pour nos enfants, il est impératif qu'on leur mette en mémoire dès leurs premiers instants sur Terre que c'est un grand jour, le 15 janvier. Il faut que dans le Cameroun de demain, cela soit inscrit au panthéon de la culture politique de l'histoire du pays, au-delà du formalisme, la réhabilitation sur papier qu'on a eu en 1991 sous Paul Biya, et il faut que, au-delà de leur histoire, de leur combat, les noms même des personnages en question soient inscrits au panthéon dans les maisons du souvenir qui vont voir le jour dans le Cameroun de demain. Parce que nous vivons dans des pays occidentaux où ces choses sont une banalité telle que ça ne, en fait, ça va de soi, c'est évident. Quand il y a une grande figure, quand elle meurt, ou même de son vivant, quand elle accomplit de grands actes, il y a une stèle en son nom, un aéroport en son nom, un quartier en son nom, une rue en son nom, une œuvre d'art, un immeuble, quelque chose en tout cas qui immortalise le combat, l'art, le talent, les écrits, les paroles, la distinction en tout cas de la personne en question. Donc évidemment que je devais être disponible pour un jour comme celui-ci. J'avais prévu d'ailleurs de parler de Ernest Ouandié sur ma chaîne avant que l'invitation sur Horus Media n'intervienne, dans la logique de la famille africaine.